Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À vous la parole. Sur votre chaîne de télévision, nous sommes en train d'aller vers la fin de ce mois de mars consacré à la femme. Et nous avons le bonheur de recevoir une femme dans le sens le plus complet du terme. Elle est une expertise avérée en matière de management. Elle est femme politique. Elle a mené des études au Cameroun et ailleurs. Elle a préparé plusieurs formations en termes de certification. Il faut compter près d'une dizaine. Titulaire d'un MBA, Master 2 également en développement et management des projets. Le CV est aussi long que le fleuve Sanaga. Mais elle est présidente de la section OFRDPC du côté de Okola, dont la Lekié. Nous accueillons avec beaucoup de bonheur Ngono Aïssi Aline Joséphine, épouse Modassier. Madame Modassier, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Jean-Jacques Zé. Je vous dis merci pour l'honneur que vous me faites de me recevoir dans ce plateau. Et puisque nous sommes à la fin du mois de la femme, je ne manquerai pas de saisir cette occasion pour rendre un hommage respectueux à Madame la première dame de notre République, Madame Chantal Biya, pour son engagement vis-à-vis de la promotion de la femme, toutes les actions qu'elle mène dans le cadre du Cercle des Amis du Cameroun pour soutenir les actions des femmes rurales que nous encadrons par ailleurs, et puis également toutes ces initiatives en matière de promotion d'une bonne santé, les actions qui sont faites dans l'encadrement et le soutien des drépanocytaires, etc., etc. Donc, vous êtes par ailleurs, puisque vous encadrez la femme rurale, présidente fondatrice du réseau d'action pour la prospérité des femmes d'Okola. Ces femmes d'Okola qui vous regardent, qui étaient avec vous certainement autour des activités du 8 mars. Tout à fait. Dans quel cadre inscrivez-vous le 8 mars? C'est une fête pour la femme. On célèbre quoi le 8 mars? Eh bien, Monsieur Jean-Jacques Zé, je dirais que le 8 mars, c'est pas vraiment une fête en tant que telle. C'est un moment que nous prenons pour mettre de l'emphase sur la conscientisation des femmes elles-mêmes d'abord, sur leur position et leur engagement dans la société, sur ce qu'elles peuvent apporter dans la société et ce qu'elles doivent faire pour pouvoir parvenir à améliorer leurs conditions. On parle de la Journée internationale des droits de la femme. Ça sous-entend qu'il y a des choses que nous devons pouvoir obtenir par rapport au-delà de la situation, au-delà des avoirs que nous avons de façon effective dans la société. Mais je pense également que c'est un moment où nous devons, avec les hommes, réfléchir à la situation de la femme pour voir comment est-ce qu'elle peut être un meilleur acteur qui contribue aux côtés de l'homme au développement de notre société. Votre regard, c'est quoi sur la femme camerounaise? Est-ce qu'elle est épanouie? Est-ce qu'elle est telle que vous souhaiteriez qu'elle soit? Je pense que la femme camerounaise est une femme à part entière. C'est une femme complète, dans le sens que, au niveau culturel, le Cameroun est un pays où nous avons plus de 200 ethnies. Et si vous regardez la position des femmes dans chacune de ces ethnies, elles ont souvent une position de matriarche, une position de pilier de la famille. C'est sur la femme que va reposer l'économie familiale, l'économie même de la société. Absolument. C'est la femme qui est le premier acteur de l'éducation des enfants. C'est la femme qui est, vous allez remarquer que un homme qui s'est bien marié a plus de chances de réussir sa vie. Moi, je suis chrétienne. Dans la Bible, on vous dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé un trésor. Mais à côté de cela, la femme camerounaise a également pu bénéficier de beaucoup de choses qui ont été faites par le président de la République, son Excellence Paul Biya, depuis son accession au pouvoir. Moi, je suis une femme politique. Je pourrais vous dire que c'est à partir des années 2012 que la réforme électorale a commencé à promouvoir l'entrée des femmes en politique, la responsabilisation des femmes en politique. Avec le nouveau code électoral en 2012. Exactement. Et vous allez voir toutes les actions qui sont menées au niveau de l'organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, par exemple, pour pousser les femmes à s'engager en politique et à briguer des postes de responsabilité politique. Je voudrais d'ailleurs saluer l'action de notre présidente nationale, Madame Yao Aïssatou, qui mène un travail formidable pour encadrer les femmes dans ce sens-là.
Au niveau du gouvernement, j'en parlais tout à l'heure avec vous, vous allez vous rendre compte que nous avons, le président de la République a pris la peine de positionner les femmes dans des postes ministériels de qualité. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement, c'est pas une question de remplissage, mais c'est une question de qualité. Nous avons par exemple un ministre féminin qui est le ministre de la Recherche scientifique, ouais. Ce qui n'est pas donné. Un ministre féminin qui est chargé du contrôle supérieur de l'État, ce n'est pas donné. Le ministre du Développement urbain et de l'Habitat, ce n'est pas donné. Et ça, ce sont des femmes qui sont placées à la tête de ces positions. Les télécommunications également, une femme, même si Exactement. Une partie de l'opinion pense que sur une soixantaine de portefeuilles, on compte à peine 8 femmes. Exactement. Et que c'est pas, 10 avec des secrétaires d'État. Une dizaine, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais je suis optimiste parce que le président de la République nous a annoncé que son septennat était placé sous le signe de la femme et des jeunes. Donc je suis persuadée qu'il y a des choses que nous pourrions avoir en termes d'amélioration, d'effectifs, donc de quantité, sur le plan quantitatif, de nombre de femmes représentées dans le gouvernement, mais également qualitativement, en termes de la confiance qui va être faite aux femmes qui peuvent apporter. D'ailleurs, vous avez bien vu avec moi que nous avons déjà une première vice-présidente au Sénat. Ouais. Nous avons au niveau de la magistrature également. Donc, je pense qu'il y a des choses il y a matière à être optimiste. Est-ce que ça n'arrive pas un peu tard quand même? Ça fait 43 ans de règne du président Paul Biya et qu'on annonce à la 43e année qu'on va consacrer un septennat à la femme, ça n'arrive pas tard? Non, je ne pense pas que ça arrive tard parce que le fait qu'on ait annoncé, que le président de la République ait annoncé au cours de ce septennat qu'il le consacrait spécifiquement aux femmes et aux jeunes ne signifie pas qu'il n'aura pas considéré les questions de femmes et de jeunesse auparavant. Les résultats, les chiffres montrent le contraire. Le président de la République, dans sa politique de renouveau, dans ses plans d'ajustement structurel, dans le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, le document de planification de la SND 30, il y a toujours une part belle qui est faite à la femme et à la jeunesse. Et donc c'est suffisant. Vous parlez en tant que militante du RDPC ou bien comme une femme? Je parle en tant que citoyenne, citoyenne consciente des problèmes qui existent, citoyenne consciente des gaps qui restent à combler, donc des besoins, mais citoyenne également consciente des efforts qui ont déjà été faits au regard des contextes conjoncturels qui sont les nôtres. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Cameroun est un pays en développement, qui a des contraintes conjoncturelles, des contraintes budgétaires, des contraintes économiques qui pourraient limiter dans une certaine mesure la capacité d'action des pouvoirs publics. Je pose la question parce que une partie de l'opinion pense que la femme est un peu trop douce, un peu trop passive, elle n'est pas conquérante, incisive dans la revendication. Je dois vous avouer, Monsieur Jean-Jacques Zé, que j'ai la faiblesse de penser que vous n'avez pas tout à fait tort. Dans quelle mesure? Dans la mesure où la femme camerounaise est d'abord le produit de la culture du pays auquel elle appartient. Et dans notre culture, la femme est d'abord, l'homme est le chef de la femme au niveau du foyer, au niveau de la famille et même au niveau du droit. Dans notre culture religieuse, c'est également le cas, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le christianisme. Et donc, la femme camerounaise apprend encore à revendiquer. Ça va prendre du temps, et c'est pourquoi il est très important que les pouvoirs publics accompagnent ces processus de conscientisation de la femme sur ses droits, d'encadrement de la femme afin qu'elle puisse s'assumer, et même afin qu'elle puisse être moins l'objet de l'ire de certains hommes. Certains hommes disent, où sont les femmes? On a l'impression qu'elles attendent qu'on leur fasse des cadeaux. Il y a par exemple des élections qui arrivent, les municipales et les législatives, vous êtes dans la Léquier, où il n'y a pas de femmes maires ou de femmes députées. Monsieur Jean-Jacques Zé, je ne dirais pas que s'il n'y a pas de femmes maires, il y a des femmes députées dans la Léquier déjà. Ah d'accord, oui. Je ne dirais pas que les femmes politiques
de la Léquier et du Cameroun sont attentistes ou passifs. Au contraire, nous avons des figures emblématiques au Cameroun qui ont fait exemple, qui ont même fait école. On a Madame Ketcha Cortez qui a été maire à Baganté. Nous avons vu le dynamisme Plusieurs fois de cette meilleure femme. maire du Cameroun. Hein. Plusieurs fois, voilà. Elle a été lauréate de plusieurs prix internationaux, présidente du REFELA. Elle est même devenue ministre du Développement urbain et de l'Habitat, un ministère très sensible qu'elle tient de main de maître. Vous avez parlé du ministre de la Communication. Il y a plusieurs femmes politiques. Nous avons des femmes maires qui sont très dynamiques. Télécommunications. Voilà. Nous avons des femmes maires qui sont très actives et qui font des choses formidables que nous voyons tous les jours. Je pense simplement que, en réalité, les femmes politiques ont encore du chemin, parce que la réalité, c'est que le champ politique est très, comment dire ça, compétitif. Et c'est un champ de bataille, pratiquement, à la limite. Et donc, il faut avoir beaucoup de détermination, beaucoup de courage et de résilience pour pouvoir arriver au sommet. Et la question que moi, j'aurais envie de vous poser, c'est: qui sont les décideurs? Qui sont les maîtres du jeu politique au Cameroun? Est-ce que les femmes ont vraiment toutes les marges de manœuvre qu'il faut pour pouvoir se positionner? Et si je vous retournais la question, est-ce que les femmes ont toutes les marges de manœuvre qu'il faut? Je dirais que il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. C'est quoi, nos traditions, les hommes un peu trop machos? C'est dû à quoi? Non, je ne pense pas que ce soit le machisme des hommes. Je pense que c'est... La nature a horreur du vide et le terrain politique a d'abord été occupé par les hommes au départ. Et le terrain politique, c'est Jean-Paul Sartre qui disait que la politique, ce n'est pas une affaire de moines et de fakirs. Ça veut dire qu'en politique, vous n'allez pas avoir de cadeaux. Il faut donc que les femmes arrivent à convaincre. Il faut qu'elles entrent dans la conquête pour que les hommes leur cèdent la place. D'ailleurs, le but n'est pas de prendre la place des hommes, mais de se frayer un chemin et d'avoir également une place pour pouvoir contribuer et participer. Je pense que certaines ont souvent la tentation de se laisser intimider parce que c'est parfois brutal, c'est parfois violent. Comme je disais, il faut de la résilience. Et moi, je voudrais profiter de cette tribune pour encourager les femmes à ne pas se décourager, au contraire, à aller encore plus loin. Rien ne peut dépasser une femme, en réalité. Je pense que pour être mère, si un être humain est capable de porter un autre être humain dans son ventre pendant 9 mois, subir, c'est-à-dire une distraction d'une partie de ses ressources vitales pour pouvoir les mettre à disposition afin qu'un autre être soit développé dans son utérus, elle est capable de traverser l'épreuve de l'accouchement qui est une épreuve... On l'imagine. Voilà. On aimerait pas être à votre place. Ça veut dire que la femme peut tout faire. D'accord. Elle peut tout faire. Donc il faut juste que la femme soit consciente de cela et qu'elle comprenne aussi que ce n'est pas une bataille contre l'homme, c'est juste un combat pour acquérir la place qu'elle est censée avoir. Vous êtes militant à partir de la base. Vous avez pratiquement gravi les échelons pour arriver présidente de section au FRDPC du côté de l'Équier Sud à Okola. Il y a un ministre qui dit qu'en politique, chacun doit avoir sa gare politique. C'est-à-dire, vous arrivez, c'est votre niveau le plus haut, président de section? Je dirais déjà, c'est un niveau appréciable parce que selon la configuration de notre parti politique, qui est le RDPC, la section, c'est l'organe le plus élevé au niveau de la base. Oui. Et moi, je suis une femme de terrain. C'est-à-dire que je ne me serais pas vue commencer mon engagement politique, mes actions militantes au niveau, par exemple, du comité central, qui est le sommet. Non. Parce que moi, j'aime être au contact des populations. J'aime être au contact de la femme rurale avec laquelle je travaille au quotidien. Je partage une expérience de vie au quotidien. Et c'est à partir de cette expérience de vie que je construis mon schéma politique, mon histoire politique, ma carrière politique. Maintenant, tout ce qui n'évolue pas meurt. Ça, c'est un concept acquis. Donc, arriver aujourd'hui présidente de section, je suis reconnaissante, mais je pense qu'il faut rester ambitieux, il faut aller plus loin. Vous visez Surtout si on a des choses à apporter à notre pays. Vous visez plus loin.
Maire, député, par exemple? Viser plus loin, non, mais je pense, ce que je dirais, c'est que je peux apporter beaucoup plus à la nation camerounaise, je peux apporter beaucoup plus à ma communauté, je peux apporter beaucoup plus à la société. On vous prête de plus en plus ces intentions-là, de vouloir être maire du côté d'Okola. Vous êtes au courant de ce qui se dit? Ah, non, non, vous m'informez, maire du côté d'Okola. Je ne pense pas avoir déposé une candidature, ce n'est pas encore le moment. Je pense que Okola, c'est un arrondissement qui se situe au niveau de la Léquier-Ouest. C'est le sud de la Léquier-Ouest. Et c'est une aire géographique qui a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites à Okola par ceux qui sont là et ceux qui ont été là avant nous. Mais beaucoup peut encore être fait. Que ce soit au niveau de la décentralisation, qui nous permet aujourd'hui de participer aux affaires locales, à la construction des territoires, à partir de tout ce que l'État met à disposition pour pouvoir construire les territoires. Je pense que la place de maire est une place très très importante et très intéressante. Mais pour le moment, ce ne sont pas mes ambitions. Alors, on ne parlera pas de vous, mais du maire en décentralisation. Oui. C'est un sujet que vous maîtrisez d'ailleurs. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les maires réussissent à s'approprier de ce concept et du contenu de la décentralisation? Oui, je pense que c'est un processus. Il y a une appropriation qui est progressive. Beaucoup a déjà été fait et beaucoup reste encore à faire. Quand vous regardez l'évolution des mandatures depuis 2002, vous allez vous rendre compte qu'on a une vraie évolution du taux de maires, du taux d'élus locaux qui sont des intellectuels, qui sont des technocrates. Et ça, c'est un critère très important pour donner plus de chance à l'édile, à l'élu local, de pouvoir réaliser sur le terrain la traduction, la transcription des politiques publiques sur le terrain qui va aboutir au développement des territoires. Donc depuis 2002, véritablement, on a un saut qualitatif, la dernière mandature encore plus, un véritable saut qualitatif en termes de background de nos élus locaux. Et ça, c'est un facteur fondamental. Donc, je pense que l'appropriation, elle est en marche, elle est effective à plus d'un titre, à plusieurs niveaux, mais évidemment, beaucoup de choses restent encore à faire. On a constaté, par exemple, une relative faiblesse dans la maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales décentralisées, qui fait en sorte que bien souvent, les budgets qui sont mis à la disposition des communes pour la réalisation des projets ne sont pas toujours traduits, en fait, ne permettent pas toujours de pouvoir donner aux populations l'accès aux services sociaux de base auxquels ils pourraient s'attendre. Vous êtes en train de dire que le maire ou la mairie est en train de cesser d'être juste un objet politique, un gadget politique, pour se situer comme un véritable catalyseur de développement. Catalyseur de développement, c'est une très belle expression, c'est vraiment ça le mot, parce que la mairie, c'est le premier échelon de la décentralisation. L'État met à la disposition de la commune les moyens pour pouvoir elle-même agir pour le développement de son territoire, parce que c'est elle qui connaît quelles sont ses potentialités, parce que c'est elle qui connaît quelles sont ses spécificités, c'est elle qui connaît quelles sont les contraintes des populations, quels sont les aspects sociologiques et même les aspects culturels qu'il faut prendre en compte lorsqu'on réalise les projets. Vous avez vu dans certains cas, il y a des projets qui sont réalisés et qui ne sont pas utilisés par les populations parce que les aspects sociologiques, les aspects culturels n'auront pas été pris en compte. Et surtout parce que les projets ont été réalisés à partir du bottom, du up, au lieu du bottom, donc à partir du sommet. Mais avec la décentralisation, on a moins de risques d'avoir ce problème puisque les mairies sont censées être au contact des populations et donc au courant à partir des plans communaux de développement de quels sont les réels besoins dans chaque secteur, dans chaque village et comment les adresser de la meilleure manière. Le ministère de l'économie vient de faire le constat que vous êtes en train d'établir justement. On a appelé cela les projets inopportuns. On les réalise, mais ils ne servent à personne. Des salles de classe qui sont construites dans des villages qui n'ont presque pas d'habitants, qui n'ont
pas d'élèves, qui ne répondent pas aux attentes, il y a des éléphants blancs, et ainsi de suite. Et selon la nouvelle réglementation et ce qui a été dit par le directeur général de l'économie, on ne va plus aller vers ces projets inopportuns. Vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire au Minepat? Je comprends et j'adhère totalement à cette façon de voir les choses. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il faut saluer l'orientation du Minepat actuel, qui est celle de la maturation des projets. Parce que la parade que le Minepat a trouvée pour contourner cette situation qui devenait de plus en plus récurrente, c'est d'imposer une phase de maturation avant la réalisation effective du projet. Avant de lancer le projet, il est question de procéder à toutes les études nécessaires, que ce soit les études techniques, que ce soit les études économiques, les études financières, les études d'impact environnemental, les études d'impact social, les études géotechniques et consorts. Ça permet que, lorsque le projet est finalement lancé, on a à disposition toutes les données, toutes les informations qui permettent de dire ce projet est prêt. Et donc, on va aller vers la qualité des projets et non plus vers la quantité des projets qui seront financés. Alors, dans ce cadre-là, il y a des organismes qui accompagnent les municipalités. Certains sont institutionnels, d'autres sont des partenaires au développement. Mais on observe que ce n'est pas toujours cela dans la réalisation des projets. Qu'est-ce qu'il faut faire? Insister sur le profil des maires pour avoir une meilleure maturation des projets ou davantage équiper les communes des expertises diverses? Je dirais bien les deux. Je dirais les deux, pourquoi? Parce que, Monsieur Jean-Jacques Zé, je pense qu'il faut qu'on se le dise aujourd'hui, il ne serait... Si nous voulons que le Cameroun avance, si nous voulons véritablement aller vers un Cameroun qui se développe de façon effective, qui atteint son émergence, nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir des maires qui n'ont pas un certain niveau de connaissance, un certain niveau de conscience, un certain niveau de valeur, un certain niveau d'engagement. Donc, il faut absolument que le tri sélectif commence à partir de ce niveau-là. Mais à côté de cela, le maire, c'est l'édile, c'est celui qui dirige la collectivité. Il a besoin d'être entouré. Absolument. Et donc d'être bien entouré. Donc le maire a besoin de s'entourer des bonnes personnes, des personnes compétentes, des techniciens, des juristes, des analystes, des économistes, des comptables, bref, de tout un panel de personnes qui pourront l'aider à mieux atteindre ses objectifs. Et c'est pour cela que... Mais les communes disent ne pas avoir les moyens. S'il faut payer les ingénieurs, où est-ce que les communes vont prendre l'argent? Elles attendent que la dotation soit totale, que les 15% soient reversés. Est-ce qu'elles ne se sont pas enfermées dans cet esprit, cette dépendance par rapport à ce que l'État doit mettre dans la caisse? Je pense que c'est pour cela qu'il y a plusieurs acteurs institutionnels qui accompagnent les communes afin de pallier à ces insuffisances de capacité. Vous avez des institutions comme le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, le FECOM, dont je voudrais déjà saluer le directeur général pour tout le travail qu'il fait en faveur de ces collectivités territoriales. C'est une institution qui accompagne les communes sur le plan technique. Donc ce n'est pas seulement, comme on le dit au quartier, la banque des communes non, ce n'est pas qui seulement... prête l'argent et qui récupère. Non, pas du tout. Il y a tout un volet, un important volet d'appui conseil, d'assistance conseil aux élus, qui est une assistance technique dans les projets, une assistance architecturale, une assistance à maîtrise d'ouvrage en réalité. Il y a tout un travail technique qui est fait par les équipes du FECOM pour accompagner main dans la main les communes. Et d'ailleurs, le FECOM contribue également au financement des institutions comme la NASLA, qui, elle, forme les secrétaires généraux des communes et les cadres communaux. Donc, il y a ces institutions qui sont là pour accompagner les collectivités territoriales décentralisées. Et il y a des communes qui réussissent à bien le faire, qui réussissent à recruter, qui choisissent de ne pas faire dans la quantité, mais dans la qualité. Le budget d'une commune est orienté à peu près à 60% pour son fonctionnement. Si vous avez à peu près 60% à mettre dans le fonctionnement de la commune, je pense que lorsque vous êtes... un bon décideur, un bon manager, vous avez tout à fait matière à orienter dans ces 60% une fraction sur un certain nombre de cadres pointus qui vont vous permettre de faire le job et par ailleurs de gagner en aval.
D'accord, je vais vous citer un peu. Lorsque vous êtes dans des actions politiques, vous dites que militer n'est pas un simple choix, c'est une mission de vie. Celle de transformer les réalités quotidiennes de ceux qui l'entourent. Exactement. Exactement. Et ce n'est pas une affaire de oyé oyé. Exactement. De Paul Biya, toujours 20 ans, encore 20 ans. Exactement. Il y a un contenu Il y a que un vous contenu. mettez dans Oui. l'action de militer. Exactement. Je pense que le militantisme doit être le résultat d'une conviction, d'abord. Elle doit être le résultat d'une conviction. Et la conviction elle-même doit provenir d'une volonté d'agir pour améliorer les choses autour de soi. Parce qu'un citoyen normal doit pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre. Monsieur Jean-Jacques Zé, je suis toujours très attristée lorsque lorsque je suis au volant de mon véhicule et que j'arrive au niveau des feux de la poste centrale et que je vois que lorsque le feu est vert, les gens traversent au passage clouté ou même pas au passage clouté et que je vois que lorsque le feu est rouge, les automobilistes accélèrent. Plutôt. Ça, ça montre qu'il y a véritablement un besoin au niveau de la conscientisation sociale, la conscientisation patriotique. Et c'est ça le militant. C'est ça le militantisme. Ça part de là. De prendre conscience de ce qui se passe autour de soi, de ce qui devrait se passer de telle ou de telle manière, prendre conscience de ce qui ne marche pas autour de soi et voir qu'est-ce qu'on peut apporter à sa petite échelle, à son petit niveau et s'engager avec les risques que cela comporte, mais s'engager. Vous dites que face aux difficultés, il faut agir. Et pour agir efficacement, la politique est un moyen structurant. Exactement. Parce que la politique, c'est le cadre qui permet d'intervenir sur la gestion de la cité. La politique, c'est le cadre qui nous permet de décider, de faire bouger les lignes. Donc, la politique, c'est ce qu'il faut faire, en fait, lorsqu'on a à cœur de faire changer les choses, de faire avancer les choses, de faire améliorer les choses. Vous avez cette vision et vous êtes militant du RDPC. Ça marche comme ça, là-bas? Est-ce que vous avez l'impression que de façon globale, on a cette vision de la politique au sein du parti dans lequel vous militez? Absolument. Il faudrait pour cela que vous preniez, la peine de lire les productions du RDPC, les textes de base du parti, qui sont écrits dans une vision très profonde. C'est-à-dire que lorsque vous lisez les textes du parti, vous vous rendez compte que ce parti a été pensé par nos pères. C'est un parti qui a été pensé pour le développement du Cameroun. C'est un parti qui a été pensé pour la maturité politique du Cameroun, en fait. Et lorsque vous lisez d'autres productions politiques, pour le libéralisme communautaire et les autres productions de plusieurs autres aînés de notre parti, vous vous rendez compte que c'est exactement ça. Maintenant, bien évidemment, sur le terrain, est-ce que vous pensez qu'il y a des militants de conviction? Bien sûr, il y a beaucoup de militants de conviction. Et il y en a également qui ne sont pas de conviction. Et ce n'est pas l'apanage du RDPC, c'est dans tous les partis politiques, pas seulement au Cameroun, mais même ailleurs. Je crois que l'actualité politique à l'étranger en démontre. Belle vision donc du RDPC pour le développement du Cameroun. Je vais vous prendre au mot. Vous avez pris l'exemple quand vous roulez dans votre véhicule, vous regardez Yaoundé, vous regardez comment le Cameroun vit au quotidien. Mission accomplie, mission de développement par le RDPC? Alors, le RDPC est un acteur dans la cartographie politique, un acteur qui intervient pour le développement du Cameroun, mais il n'est pas le seul acteur. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Alors, nous avons... Mais l'acteur qui a les manettes, c'est le RDPC. Oui, et c'est pour ça que je suis convaincue que beaucoup a déjà été fait, même si des choses restent à faire. Beaucoup a déjà été fait. Le Cameroun est un pays en voie de développement. Le Cameroun est un pays qui a une vision de développement. Maintenant, il faut que tous les acteurs jouent chacun sa partition, jouent chacun son rôle, prennent déjà conscience de chacun de son rôle et jouent chacun son rôle. Que les institutions soient de véritables instruments,
mis au service de l'atteinte de cette vision de développement et que ceux qui dirigent ces institutions continuent de s'y atteler comme c'est déjà le cas aujourd'hui. On vient de franchir, Madame, la première demi-heure de notre entretien. On va prendre quelques questions de ceux qui nous regardent à la maison. Il y a un code d'accès à travers lequel ils peuvent également vous poser des questions. Bonsoir Jean-Jacques Zé, très belle émission. Tous mes respects à la présidente Aline Modassier. Beaucoup de courage. Qu'elle continue dans son dynamisme. C'est Ndiasso depuis Nkong qui envoie ce message, pas de question, mais il vous encourage. Je suis un jeune Camerounais qui vit à Nomayos, contrôle mixte, police gendarmerie, et j'ai un seul souci. Je peux faire comment pour rencontrer cette maman? J'ai vraiment besoin de ce rendez-vous pour apprendre. Donc, j'ai besoin d'accompagnement. Alors, le jeune de Nomayos, vous allez peut-être en parler après l'émission. Voilà, si vous pouvez l'aider en termes d'accompagnement. Il n'a pas été précis dans sa question. Il y a beaucoup de questions qui reviennent. Hein, qui vous demandent est-ce que vous n'êtes pas déjà en train de vous positionner? Les élections sont en train de venir. Peut-être qu'il ne vous a pas entendu tout à l'heure. Peut-être préciser votre réponse. À propos de... Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous positionner? Écoutez, je suis une femme politique. Oui. Je suis une femme politique et si je suis une femme politique décomplexée, ça veut dire que lorsqu'on est une femme politique, on doit être prêt. Lorsqu'on est en politique, on doit être prêt. Il faut se préparer. Nous avons des échéances électorales qui arrivent. Ce serait bien dommage d'être en mesure de participer au devenir de notre pays, de nos territoires et de ne pas s'engager. Donc, nous sommes en train de nous préparer effectivement pour voir dans quelle mesure est-ce que nous pourrions briguer ce qu'il y aura à briguer. C'est légitime. Oui. Il n'y a pas de crime à cela, que vous vous engagiez. D'accord. Et vous dites que c'est important de travailler à la base pour les populations et avec les populations. Vous travaillez à Yaoundé. Est-ce que vous êtes avec les populations? Tous les jours. J'ai la chance d'être militante à la base dans l'arrondissement d'Okola. Et Okola, actuellement, c'est 30 minutes de Yaoundé. Oui. Donc, c'est très facile pour moi. Je suis pratiquement tous les jours au contact de mes militants. Tous les week-ends, nous sommes ensemble au village. Et il arrive souvent qu'en milieu de semaine, le soir, que je fasse un tour à la maison, à la résidence du village également. D'accord. Avec l'association, le réseau d'action pour la prospérité des femmes d'Okola, nous avons plusieurs activités que nous menons. Donc, je suis amenée à être sur le terrain tous les jours. Okola, c'est 74 villages. Je peux vous dire que je connais chacun de ces 74 villages. D'accord. En 2016, on parle de vous, j'ai essayé de faire la recherche, et le portrait qui est dressé de vous vous présente Madame Aline Modassier comme l'exemple de l'engagement et le sens du devoir au service de l'Afrique. Vous vous projetez un peu plus loin. Vous soutenez alors, à l'issue d'une formation, avec conviction, qu'il était possible de développer des projets entrepreneuriaux profitables et utiles pour son pays. Je vais insister sur les qualificatifs, des projets profitables et utiles pour son pays. C'est pour faire la différence avec quel genre de projet qui ne serait pas profitable et utile? En fait, vous avez vraiment fait des recherches. Hein. Ça date de 2016, effectivement, oui. Parce qu'à cette époque, j'ai eu un passage à Sciences Po à Paris. Oui. C'était dans le cadre du programme qui était intitulé « Leader pour l'Afrique de demain ». Absolument. Donc, il y a plusieurs acteurs de la coopération qui avaient fait une sélection, un concours en fait, pour choisir quelques jeunes leaders potentiels africains et leur donner l'accès à une formation pointue à Sciences Po. Et j'avais eu l'honneur de prendre part à cette formation-là. Tu es autour de 31 ans par là? Et effectivement, 31 oui. Ans. Oui, oui je voudrais d'ailleurs remercier ici mon directeur général qui était celui qui avait présenté ma candidature à cette époque. Et donc, à cette époque-là, il était question donc de voir quels sont les piliers entrepreneuriaux en termes de projets sur lesquels l'Afrique pourrait s'appuyer afin de les utiliser comme des moteurs pour sa croissance et son développement. Et je m'étais rendu compte qu'au Cameroun, nous avons un vrai problème.
C'est parce que le Cameroun devrait, s'il veut pouvoir prétendre à se développer, produire. Nous devons pouvoir produire. Nous devons pouvoir produire de l'aliment, de l'agroalimentaire. Nous devons pouvoir produire de la matière. Mais comment est-ce que nous faisons pour produire si nous n'arrivons pas à être autonomes sur le plan énergétique? Oui. Donc, le déficit énergétique qui est au Cameroun est un véritable contraste quand on sait que nous avons l'un des plus grands potentiels hydroélectriques en Afrique, au Cameroun. Actuellement, le Cameroun est l'un des pays qui a les plus gros potentiels hydroélectriques. Donc, si on choisit seulement de développer l'énergie hydroélectrique, on peut vraiment réussir à développer des industries au Cameroun à partir de cette énergie. Oui. Mais ce n'est pas encore, on n'a pas encore atteint l'extrémum, on n'a pas encore atteint le niveau où nous devons arriver pour pouvoir fournir assez d'énergie pour la production industrielle. Il y avait ce problème. Au niveau du solaire également, dans la région du Septentrion, nous avons une très grande surface solaire qui peut nous permettre de produire de l'énergie solaire. Et donc, le projet sur lequel j'avais travaillé, c'était celui de la production énergétique. Et c'était donc dans ce cadre que j'avais fait cette déclaration pour dire que véritablement, il y a de la matière en ce qui concerne les projets impactants pour l'Afrique. Vous voulez mettre votre vision pour contourner durablement les déficits d'infrastructures au Cameroun, là on est au-delà de l'énergie. Parler d'un déficit d'infrastructures de façon globale. Effectivement, effectivement. Mais pour avoir des infrastructures, il faut avoir de l'énergie. Donc l'énergie, en fait, était vue comme, c'était le socle à partir duquel devait être construit l'ensemble des autres, les autres paramètres de développement de la République. Avec toutes ces expertises-là, le Cameroun baigne toujours dans les délestages. Les questions énergétiques restent d'actualité dans notre pays. Vous êtes spécialiste, hein, j'ai vu plusieurs expertises, plusieurs formations, et surtout ces études et ces propositions faites en 2016, ça sonne quand même comme un véritable paradoxe. L'eau ne nous manque pas, le soleil est là, le vent est là, mais on vit sous un déficit énergétique assez criard. Je pense que la question que vous posez, elle nous interpelle tous au Cameroun. Dans quel sens? Elle nous interpelle tous dans le sens que il faudrait que chaque acteur, au niveau où il est responsabilisé, au niveau où il est interpellé, puisse donner le meilleur de lui-même. Et il faudrait que chacun puisse jouer sa partition et jouer son rôle au rôle auquel il a été désigné. Par exemple, la personne que je suis, je ne peux pas me prononcer sur les questions, par exemple, de production d'électricité au Cameroun, parce qu'il y a des acteurs qui ont été désignés pour cela. Il y a des gens qui sont responsables et qui savent mieux que moi quels sont les problèmes, quelles sont les raisons pour lesquelles nous avons des délestages, quelles sont les raisons pour lesquelles nous avons des problèmes. Ce que je dis, c'est que si chacun, lorsqu'il est responsabilisé, fait sa part, si nous mettons une culture de la performance dans l'ensemble des institutions publiques au Cameroun, nous aurons davantage de résultats. Parce que la culture de la performance, on a un véritable déficit de culture de la performance au niveau de l'administration publique au Cameroun. Je le dis, ça n'engage que moi. Lorsque vous prenez par exemple les sanctions positives qui sont faites dans notre administration, les critères qui vont être appliqués, ce sont les critères d'ancienneté. Pour que vous puissiez avancer. On va regarder votre ancienneté. Alors que dans les pays développés, dans les pays riches, le critère de sanction positive, ça va être le résultat que vous obtenez à votre poste de travail. Pour que vous puissiez avancer, il faudrait que vous puissiez avoir des résultats significatifs, que vous puissiez atteindre vos objectifs. Ça va être la même chose au niveau de la sanction sur la présence. On va sanctionner positivement la présence au poste,
Lorsque vous allez voir dans des institutions, on va contrôler l'effectivité de votre présence, alors que dans une institution qui oriente son action sur la performance, on va plutôt sanctionner l'impact que vous avez à votre poste. Ce que je veux dire, c'est quoi? quoi? Des présences inutiles. Oui, inutiles. Les gens viennent jouer au Zuma toute la journée. Exactement. Mais ils sont là. C'est de ça que je veux parler. Ils ont émargé, ils sont présents. C'est exactement de ça que je veux parler. Oui. On dit 40 heures de travail par semaine dans le code du travail, 8 heures par jour. Mais c'est 8 heures au travail, mais pas 8 heures de travail. Et donc, si davantage nous allons plus loin que ce que nous sommes encore déjà en train de faire, ce qui n'est pas mal, si nous allons plus loin, c'est-à-dire nous allons vers la mise en place des systèmes de management basés sur la performance, basés sur l'amélioration continue, basés sur la fixation des objectifs, l'évaluation des objectifs, l'amélioration, le recalibrage des objectifs non atteints, nous allons vers la performance et là, on aura moins de problèmes de délestage, moins de problèmes de manque d'eau, etc., etc. Alors, dans cette vision, vous avez séduit avec une proposition qui était dans l'un de vos centres d'intérêt, l'électrification des villages camerounais à partir des énergies renouvelables. C'est faisable, ça? Tout à fait, et ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Vous avez plusieurs institutions qui financent des projets à partir des énergies renouvelables. Le FECOM dont j'ai parlé, il le fait déjà tous les jours. Et il y a des communes qui le font déjà sur fonds propres. Donc il y a des projets, il y a des acteurs qui se sont inscrits dans ces solutions et ça se fait en fait. Ça se fait. Je pense que c'est des choses qui marchent bien. Bien que je trouve qu'on doit encore faire un peu plus d'efforts, ceux qui sont les promoteurs de ces solutions, parce que les énergies renouvelables restent encore très chères par rapport au pouvoir d'achat du citoyen camerounais. Je pense qu'il y a des choses, des efforts qu'il faudrait faire. Peut-être que le ministère du Commerce pourrait intervenir dans ce sens pour qu'on puisse revoir les prix. D'accord. Belle émission, bonsoir à vous. Le Code général des collectivités territoriales décentralisées prévoit le transfert des ressources humaines vers les communes. Plusieurs ingénieurs sont dans les ministères et plein dans les bureaux. Ils peuvent servir dans les communes de l'arrière-pays. Bobo à Magdou, je pense que c'est une proposition qu'il est en train de faire. Bonsoir à vous. Félicitations à toi, ma BS, ça veut dire belle-sœur, et beaucoup de courage. Fridolin de Yégué Assis. Yegassi, c'est un village, vous le connaissez? C'est un village d'Okola. D'Okola. Ah d'accord, on nous suit là-bas, à Yegassi. Bonsoir Jean-Jacques et à votre invité, dont j'admire son éloquence. Ma question à elle adressée est la suivante. Face à la situation des arriérés de salaire que traversent 80% des communes du Cameroun, si elle était maire, quelles mesures pourrait-elle apporter afin de résoudre cette situation? C'est Fombele Priska depuis EDEA. Si vous étiez maire, on va saluer Madame le maire de Doumé qui a dit hier à l'inauguration de l'hôtel de ville qu'il y a 0 mois d'arriéré de salaire du côté de Doumé. Alors si vous êtes maire, comment vous faites pour régler la question des arriérés? Alors déjà, je voudrais peut-être qu'on précise que la question des arriérés n'est pas une question permanente. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on donne l'impression à l'opinion que de façon permanente, de façon systématique, il y a des retards dans les salaires. Je pense que le gouvernement de la République fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Je pense que c'est des problèmes conjoncturels. Il faut savoir que la conjoncture actuelle n'est pas évidente. Le gouvernement de la République fait des efforts pour pouvoir assumer toutes ces charges de fonctionnement et partant celles qui sont relatives au fonctionnement des communes. Maintenant, avec les difficultés de fonctionnement que l'on rencontre dans le compte unique du Trésor, il arrive parfois qu'il y ait des retards qui se posent. Mais c'est des problèmes conjoncturels. Ce n'est pas quelque chose qui est systématique, je dirais. Il y a un aspect qui n'est pas très développé au niveau des communes, peut-être parce que c'est une question de profil. Il y a des gens qui sont maires carrés, qui attendent les CAC, qui attendent ci ou ça. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'encourager les maires, les communes à aller chercher leurs propres sources de revenus? Absolument, absolument. Il y a plusieurs pistes pour cela. Il y a la coopération décentralisée, il y a le partenariat public-privé. Les collectivités territoriales décentralisées ont la capacité de créer des établissements publics, de créer des structures qui peuvent leur permettre de mettre en œuvre des projets générateurs de revenus, des projets générateurs de croissance, des projets générateurs d'emploi, des projets générateurs d'une meilleure qualité de vie de leur population.
C'est ce qui est encouragé aujourd'hui au niveau du MINDEVEL, le ministère en charge de la décentralisation. C'est ce qui est encouragé au niveau du FECOM, c'est ce qui est encouragé au niveau des partenaires au développement, la coopération allemande, la coopération française. Il y a beaucoup d'acteurs qui encouragent aujourd'hui les communes à aller dans ce sens-là. Elles ont cette marge de manœuvre. Et c'est également pour cela que l'Association des communes et villes du Cameroun, qui est cette structure fêtière, qui est bien encadrée et bien pilotée, organise des sessions, prend des initiatives pour encourager les élus à aller dans ce sens. Et également, il y a la possibilité de se mettre en syndicat de communes pour pouvoir mettre en place des projets générateurs de revenus. Des syndicats de communes. Des syndicats de communes, oui. De plus en plus, on parle du concept de communes de production. J'en ai entendu au dernier Saïdel à Kribi. Voilà. Il y a eu des exposés du fait comme notre partenaire sur les communes de production. Tout à fait. C'est quoi une commune de production? Pour faire simple, c'est une commune qui se prend en main et qui décide de s'engager, d'aller au-delà de ce que vous avez appelé les CAC, pour pouvoir produire en fonction des potentialités qu'elle a, des ressources qu'elle a, des spécificités qu'elle a. Elle décide de produire, de créer de la valeur, de créer de l'emploi et de booster le développement de l'économie et de booster l'économie locale. Bonsoir, belle émission. Bravo à Madame Aline Maudassier. Elle est éloquente, pertinente et je souhaite une collaboration avec elle pour un projet innovant pour l'entretien routier. Navarro du côté d'Odja. On lui passera votre contact après l'émission. Présidente Aline, bonsoir. Nous sommes à l'aube des échéances électorales. Je parle des municipalités et des législatives. Que faites-vous pour accompagner certaines de vos camarades qui aspirent briguer certains postes au sein de la section RDPC, les qui est sûr d'un Jassou-Kong? Qu'est-ce que Jassou veut savoir si vous faites quelque chose pour accompagner vos camarades qui voudraient briguer? C'est une très très bonne question et je voudrais remercier Monsieur Ndiasso pour sa question très pertinente parce que en fait, il faut dire que plusieurs femmes encore et malheureusement, surtout les femmes rurales, n'ont pas conscience de ce qu'elles peuvent apporter, de ce qu'elles peuvent réaliser. Et elles ont besoin d'être encouragées à briguer des mandats, à se lancer dans les échéances électorales. Je vais vous dire que, par exemple, il y a une de mes présidentes de sous-section, lorsque les élections pour les conseillers régionaux ont été lancées dernièrement, qui s'est approchée de moi et qui m'a posé la question comment ça se passe? On a travaillé, j'ai mis à sa disposition les textes pour voir comment est-ce qu'elle peut effectivement poser sa candidature, qu'est-ce qui peut être fait. Nous avons au niveau de l'OFRDPC, j'ai salué tout à l'heure l'engagement de notre présidente nationale. Cette présidente nationale, Mme Yaou Aïssatou, qui encourage beaucoup les présidentes de section de l'OFRDPC à se prendre en main, à encadrer les femmes et à les encourager à poser leur candidature. Ça commence par les formations que nous faisons à la base, en interne. Ça continue par les conférences de section et de sous-section que nous réalisons, lors desquelles nous ne manquons jamais de mettre des sessions de renforcement des capacités des femmes sur la connaissance des textes de base du parti, sur la connaissance des textes de loi qu'il faut connaître, code électoral, etc., etc. Donc, en fait, il y a un véritable travail de fond que nous menons, mais ce n'est pas encore gagné. Il y a encore beaucoup à faire parce que plusieurs ont peur de se lancer. Certaines se sentent intimidées, alors qu'elles ont des capacités. Et puis, bien souvent, on a remarqué que ce sont les femmes qui vivent en ville, des femmes qui sont allées à l'école, qui sont intellectuelles, qui osent. Pourtant, aujourd'hui, il faudrait que de plus en plus, qu'on ait une mixité, une diversité, une coloration de plus en plus rurale dans la cartographie des actrices politiques du Cameroun.
Bonsoir Jean-Jacques et à ton invité, je voudrais lui demander quel est le regard qu'elle porte sur les différentes prestations de la femme politique au Cameroun. A-t-elle le sentiment que celle-ci est vraiment prise en compte dans les sphères décisionnelles du Cameroun? Et enfin, quelles solutions propose-t-elle pour réduire, voire éradiquer les féminicides? Très belle émission. Ernest Zambo depuis Ekounou. Je vous suis fidèlement. Merci Ernest. On va résumer tout cela. On commence par la question politique. Est-ce que Madame la Présidente a le sentiment que la femme est vraiment prise en compte dans les sphères décisionnelles du Cameroun? On va peut-être se répéter, mais c'est utile. Très bonne question. Je dirais que la femme camerounaise est prise en compte dans les sphères décisionnelles, mais il y a encore du chemin. Le président de la République nous a dit que son mandat, il le place sur le signe des femmes et des jeunes. Moi, personnellement, je m'attends à ce qu'il y ait une évolution, une avancée. Pourquoi? Parce que dans le gouvernement, on l'a dit, nous avons une soixantaine de ministres. Sur une soixantaine de ministres, on a 8 ministres, 2 secrétaires d'État féminins. Ça fait environ 20%. Ça fait, voilà. Donc, je pense que véritablement, il y a beaucoup de femmes qui ont des capacités, qui peuvent apporter. Et puisque le président de la République l'a dit lui-même, nous devrions nous attendre à ce que ce soit revu vers le haut. La question se repose surtout sur une sorte de déception que les femmes ont manifestée après les élections des bureaux des conseils régionaux. Il n'y a pas de femmes à la tête d'un conseil régional sur les 10. Il n'y a pas de femmes gouverneurs pour partir sur le plan administratif, sur le plan de la préfectorale. Yaoundé, la capitale vitrine du Cameroun, cette commune, pas de femmes maires. Nous avons l'occasion de rattraper cela dans les prochaines échéances. Ouais. Je pense que c'est l'occasion donc d'appeler les femmes à se lever, à poser leur candidature. Pas des candidatures de complaisance, ouais. Pas des candidatures de faveur, de favoritisme. Pour remplir une case, oui. Pour dire il faut une femme, non. Que les femmes se donnent du contenu. Que les femmes valorisent leur contenu, leur capacité, qu'elles osent. C'est le moment. Je pense que c'est le moment. Les échéances qui arrivent au niveau du Parlement, au niveau des municipalités, que les femmes se lèvent et qu'elles posent leur candidature. Et je voudrais donc appeler les électeurs à véritablement considérer la femme dans ce qu'elle pourrait apporter et non pas dans son critère, féminin pour dire « Ah, c'est une femme ». Vous avez remarqué lorsque vous êtes... J'aime bien parler de la conduite. Lorsque vous conduisez et que vous faites une erreur au volant, peut-être vous ne respectez pas le code de la route, vous dites, ah, il conduit comme une femme. Ça vous arrive de dire ça? Il conduit comme une femme. Ça veut dire qu'il y a une stigmatisation, ça veut dire qu'il y a une appréhension, j'ai pas envie de dire négative, mais réductrice de ce que peut apporter, de ce qu'est la femme. Je pense qu'il faudrait que nos mentalités évoluent un peu de ce côté et je voudrais donc interpeller les hommes à nous y aider. Elles sont plus nombreuses. Quand on prend la structuration de la population du Cameroun, le meilleur recensement qui est annoncé, elles sont plus nombreuses dans les meetings et on suppose qu'elles votent plus, mais elles votent plus les hommes. C'est une réalité qu'il faut reconnaître. Mais je pense qu'il faudrait plutôt se poser la question de savoir pourquoi. Je pense que pourquoi, c'est parce que déjà au départ, ce sont les hommes qui font la campagne. Ce sont les hommes qui ont les positions pour présenter les arguments. Oui. Et ce sont eux qui ont les moyens. Ce sont eux qui ont les moyens. Quand vous êtes sur le terrain et que vous n'avez pas les moyens de convaincre, c'est difficile. Donc, les femmes ont également besoin d'être renforcées à ce niveau-là. D'accord. Sa deuxième question portait sur les féminicides. Comment faire? Il a parlé d'éradiquer ces féminicides. Comment les combattre? Pas la conscientisation, la sensibilisation, il faut continuer. Il faut continuer cette sensibilisation. Je pense que ce sont des sujets dont on ne doit jamais se lasser de parler. Ce sont des choses qu'on ne doit jamais se lasser de dénoncer. Et je pense que au niveau de la magistrature, il faudrait que à chaque fois, les décisions de justice soient prises de façon exemplaire afin de décourager ceux qui s'adonnent à ces atrocités.
Madame Alice Maudassier, je tiens, c'est un message, à vous adresser mes sincères félicitations pour la qualité remarquable de votre intervention à la télévision, la maîtrise des sujets, la clarté d'expression et la pertinence de vos analyses témoignent d'un véritable sens de leadership et d'expertise. Vous inspirez respect et admiration. Bravo à cette belle représentation. C'est Martin Kili qui signe ce message. Je crois que le message est arrivé à Merci. destination. Bonsoir Monsieur Jean Laxé et à votre invité. Est-ce que Madame est vraiment du RDPC? Parce que moi, je me demande si là-bas, on veut vraiment le développement. Je pense que l'opposition, elle pourrait être une arme très utile. Bonne émission. Vous ne lisez pas mes messages, mes interventions, Monsieur. Non, je viens de lire, justement. Il pense que vous seriez plus utile du côté de l'opposition. C'est moi, si vous êtes vraiment du RDPC, il vous écoute, il se pose la question. Vous êtes bien à votre place. Je suis bien à ma place. D'accord. Vous ne comptez pas aller à l'opposition? Pas pour l'instant. Je suis convaincue de ce que je fais dans le RDPC et je suis convaincue du RDPC. Bonsoir Jean-Jacques Zé, vraiment une fois de plus, belle émission et merci pour le choix de partage de connaissances des CTD. Courage à notre présidente, c'est Béla Antoine de Colesson. Loyauté à vous. Madame Maudassier, que pensez-vous de la politique de cooptation au RDPC et surtout dans notre Okola natal, sachant que certains cooptés n'ont pas de compétences? Il y a des cooptations, c'est du RDPC. C'est ça, les plis fermés. Les plis fermés, les fameux plis fermés. Je pense que nous sommes en train d'évoluer dans un contexte où la démocratie au Cameroun est en train d'atteindre un autre niveau de maturité. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, Monsieur Jean-Jacques Zé, mais je pense que de plus en plus, il va être difficile d'empêcher les populations d'exprimer leur avis, d'exprimer leur choix lorsqu'il va s'agir de désigner leurs représentants. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de désigner un représentant, un élu, quelqu'un qui réussit à convaincre, quelqu'un qui réussit à permettre aux citoyens de se reconnaître. Et donc, quelqu'un qui a reçu la confiance du citoyen pour aller parler en ses lieux et places, pour aller défendre ses intérêts dans un cadre précis. Ça va devenir de plus en plus difficile de museler les citoyens, pas seulement à Okola, mais partout. Je pense que de plus en plus, il va être difficile d'empêcher les gens d'exprimer leur avis. Parce que les anciennes pratiques ont quand même conduit à la tête de certains CTD, les gens qui n'avaient pas une vision. Ils arrivent là, du côté du Sud, quelqu'un a même déclaré qu'il est là parce qu'on a dit que c'est lui que le parti a choisi, il n'a pas sa propre vision, il n'a pas fait ses preuves sur le terrain, il n'a pas montré qu'il y a un engagement. Et c'est un peu cela la question de celui-là qui demande si cette affaire de cooptation n'est pas un frein au développement. Donc, Je crois qu'il a bien reçu la réponse. Jean-Jacques, cette dame est l'exemple de compétence à recommander au chef de l'État. Ouais, si on pouvait le faire, c'est que l'affaire des stylos là, à recommander au chef de l'État pour le gouvernement à venir ou les nominations des DG des sociétés d'État. C'est professeur Etoundi, depuis Yaoundé, qui envoie ce message-là. Professeur, aidez-nous donc à faire des recommandations au chef de l'État. C'est pas comment on fait pour passer cette recommandation-là. Alors, dans quelques instants, on va recevoir Nadège Yugen, qui est l'interface un peu avec les réseaux sociaux, qui a certainement recensé quelques préoccupations, quelques questions de ce côté. Et se fera le plaisir de venir vous poser les questions à notre invité, qui est titulaire de MBA, qui est master en administration des affaires, master 2 en développement et management des projets, expert certifié en management de la qualité, ISO quelque chose, expert certifié en management environnemental, certifié en management de la santé et sécurité au travail, lead risk manager, président de section OFRDPC Léquier Sud à Okola, présidente fondatrice du réseau des actions pour la prospérité des femmes d'Okola, ancienne conseillère municipale. Ancienne seulement. Ancienne seulement, oui. La mandature 2013-2020. Vous ne comptez plus repartir? C'est une bonne question.
C'est une bonne question et je pense on aura l'occasion d'en reparler le Alors, moment venu. au Cola, si vous nous suivez, envoyez les messages. Si vous vouliez qu'elle reparte au conseil municipal, peut-être un peu plus loin, envoyez les messages. On va partager avec ceux qui regardent l'émission. On tourne la machine et puis on accueille Nadège Yuken. D'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez le minéral Bonis, buvez la vie. Retour sur le plateau de À vous la parole avec notre invité Aline Modassier. Bonsoir Jean-Jacques, très intelligente votre invité. Je me demande comment le RDPC fait pour s'accaparer de ces intelligences et qui en fait juste des pions politiques. Cette femme est très intelligente comme beaucoup d'autres qui auraient pu servir pour le développement du Cameroun. Jean-Jacques, que l'État donne des moyens à ce genre de personnes. Moi, j'ai un projet pour le secteur riz au Cameroun et j'aurais envie de la contacter. S'il vous plaît, Prosper depuis Ngoumou, qui a envoyé son message. Jean-Jacques, je suis PCA de la coopérative pour l'épanouissement de la femme rurale d'Union ESSO. Besoin du contact de la dame pour une collaboration étroite, c'est noté. Ndifosa Iliassou depuis Douala, quartier Bali. Déjà, je salue l'intelligence et l'éloquence de maman Alice. Chaque mot qu'elle prononce est un sucre pour la nation camerounaise. J'aime tout ce qu'elle propose. Ah, qui dit faux ça? Iliassou, vous êtes un poète là finalement. Bonsoir, cette dame est l'exemple de compétence qui mérite d'être proposée au chef de l'État pour les nominations attendues au gouvernement ou aux directions générales à professeur Onana depuis Yaoundé. J'aime sa façon de faire l'honneur aux femmes, vraiment, je l'admire. Courage à elle, Mbenti, depuis le quartier Mkwaban, ici à Yaoundé. On va d'abord s'arrêter là pour accueillir Nadège Yugen, qui a certainement lu beaucoup d'autres commentaires et des messages. Bonsoir Nadège. Bonsoir Jean-Jacques. Notre invitée Aline Modassier. Bonsoir Madame Modassier, bienvenue chez nos chevaux. Merci Nadège, bonsoir. Bonne fête du Ramadan. Merci. Très belle tenue en passant. Merci, et vous également. Merci. Alors dans cette partie, il sera question pour vous d'apprécier quelques questions proposées par nos internautes. D'accord. D'accord. Que pensez-vous de la peine de mort infligée à Dagobert Wafo, le meurtrier du Petit Matisse? Peine de mort par fusillade. Je vous avoue que je me suis posé cette question quand j'ai lu cette décision. Je pense que nous devons respecter l'indépendance de la justice. La justice s'est prononcée et elle s'est prononcée en connaissance de cause après avoir apprécié la gravité de la situation et après avoir également mesuré l'impact social de ce fait qui a bouleversé l'opinion pendant un certain temps. Donc je pense que c'était en toute connaissance de cause que la justice s'est prononcée et je voudrais dire que je respecte cette décision. Je pense que c'est une décision qui devrait être considérée comme exemplaire et qui pourrait permettre de changer des velléités de reproduction de ce genre de crime
à l'avenir. D'accord. Croyez-vous au crime rituel? Je peux vous demaonder de m'expliquer ce que ça veut dire croire au crime rituel, parce que c'est la Au Cameroun, première fois de plus qu'on en me pose plus, on cette parle de question. crime rituel. On retrouve les corps de femmes, par exemple. On a retiré les parties génitales. On a l'impression que on s'est utilisé pour des rites et autres. Est-ce que vous croyez à ce genre de pratique? Disons que je pense que tout est possible. Rien ne nous dit que ce sont des crimes rituels. Ça aurait pu également être du trafic d'organes, par exemple. Donc, pour moi, je pense que chaque crime, chaque meurtre est un cas, c'est une affaire qui doit être élucidée. Et donc, ce n'est pas vraiment des questions de croyance, ce sont des questions de faits, des questions de preuves. Et des faits qui doivent être élucidés dans le cadre d'une enquête pour pouvoir se prononcer de façon objective, en fait. Il y a quand même une montée des féminicides et des infanticides au Cameroun. Le pape arrive bientôt. Certains disent peut-être que c'est une bonne nouvelle. Est-ce que le Cameroun est maudit face à cette montée de ce genre de crimes? Je pense qu'on devrait se poser les bonnes questions. Parce que lorsque certaines dérives sont observées dans une société, parfois c'est le reflet d'un mal plus profond. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'améliorer les conditions de vie de certaines personnes? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de revoir les politiques d'éducation pour permettre d'enseigner des valeurs, par exemple, aux enfants dès l'école? Moi, je me souviens quand j'étais à l'école primaire, on avait des leçons de morale. Je pense que ça n'existe plus aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de ramener ces leçons de morale pour apprendre? Est-ce que les aînés et les cadets sociaux n'ont pas chacun un rôle à jouer pour dire que dans les familles, les gens devraient peut-être davantage prendre conscience de ce qu'ils doivent se montrer en exemple vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de leurs neveux, vis-à-vis de leurs cousins, vis-à-vis de leurs voisins. Et lorsqu'ils sont des exemples, ils permettent d'apporter un reflet dans la société. Donc je pense que ça, ces problèmes, ces meurtres, ces féminicides sont certainement le reflet d'un autre problème de fond qu'il faudrait pouvoir adresser. Alors, le ministre de l'Eau et de l'Énergie vient de lancer une traque contre les fraudeurs d'électricité au Cameroun. Quel est votre regard sur cette opération? Je pense que c'est tout à fait à propos, parce qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Je pense que, j'en parlais tout à l'heure, une des choses que nous devons enseigner aux citoyens, dès le bas âge, c'est le sens de la responsabilité. Que ce soit au niveau de la jeunesse, que ce soit même au niveau des citoyens lambda. Quel est le sens de la responsabilité que chacun doit manifester au niveau de la société? Pourquoi tout attendre de l'État? Pourquoi tout attendre du gouvernement? Pourquoi tout attendre de la République? Qu'est-ce que je peux faire moi pour mon pays avant de demander ce que mon pays peut faire pour moi? Comment est-ce qu'on va pouvoir fournir l'électricité de façon durable si je fraude, si je ne paye pas ma consommation? Donc chacun doit prendre ses responsabilités, et pour amener les gens à prendre leurs responsabilités, il faut sanctionner. Lorsqu'il n'y a pas de sanction, c'est la dérive. Donc moi, je suis totalement d'accord avec cette mesure. D'accord. L'énergie renouvelable, une alternative pour le développement du Cameroun? Tout à fait. Et comme je le disais un peu plus tôt, une alternative qui mériterait d'être davantage encadrée en termes de révision des coûts, de la mise à disposition, de la disponibilité, de l'accès, des coûts d'accès à cette solution. Et je continue à interpeller le ministère du Commerce dans ce sens. Alors, 8 mars 2026 au Cameroun, une semaine politique commerciale ou une semaine de valorisation des droits de la femme? Une semaine politique commerciale. Écoutez, quelqu'un a dit qu'il faut de tout pour faire un monde, mais je dirais que pour construire une société, il faut plusieurs choses. Oui. Il faut plusieurs acteurs, il faut plusieurs facteurs également. Pour pouvoir conscientiser, sensibiliser, il faut débattre. Pour pouvoir débattre, il faut des cadres, il faut un cadre. Et comment est-ce qu'on va avoir un cadre s'il n'y a pas du commerce,
s'il n'y a pas un service traiteur qui va pouvoir fournir de l'eau ou une pause café à la fin du débat, s'il n'y a pas une salle qui est louée pour permettre que les actrices se retrouvent pour parler des féminicides et des autres problématiques auxquelles font face les femmes. Ce que je veux dire, c'est que tout ça fait partie, en fait, ça fait partie du jeu et ça permet d'arriver à atteindre les objectifs qu'on souhaite atteindre. Et puis pour sortir, les femmes sont-elles véritablement représentées à l'Assemblée nationale et au Sénat? Alors, c'est une très bonne question. À l'Assemblée nationale, par exemple, nous avons 180 femmes. 180 députés. Pardon, 180 députés. Merci. À l'Assemblée nationale, nous avons 180 députés. Un lapsus qui n'est pas innocent. 180 députés avec à peu près 60 femmes. Mais dans les 60 femmes, c'est le RDPC toujours qui a 56 femmes. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, les échéances électorales approchent. C'est l'objectif. C'est le pari que nous, les femmes, nous devons prendre aujourd'hui. C'est de dire, nous ne devons plus être à 60 femmes après les prochaines échéances au Parlement. Il faudrait qu'on soit même à 100 pour dire que, ou alors qu'on aille à la parité. C'est l'objectif. Au niveau du Sénat, c'est pareil. On a à peu près 20% de femmes. Je dis non. Le moment est venu pour que les femmes se déploient davantage, qu'elles osent. On a tout pour le faire. Et nous sommes capables de le faire. Alors, merci d'avoir répondu aux questions proposées par nos internautes. Je vous en prie. Merci Nadège. Quelques questions encore. Très intelligente et compétente, Madame Maudacier. Mes admirations, brave dame, chapeau bas, Hubert de Nkoleson, en service à Batouri. C'est dans la KDI. Bonsoir, la démocratie ne peut pas atteindre un niveau de maturité au Cameroun car les principes de celle-ci ne sont pas respectés et plusieurs fléaux portent atteinte à l'exercice de la démocratie au Cameroun comme la corruption, les détournements des fonds publics et le favoritisme, sans oublier le refus d'accepter le verdict des urnes. Il semble décrire une démocratie un peu problématique dans notre pays. Je pense que la démocratie en elle-même n'a jamais été un fait acquis, un facteur acquis. C'est une conquête permanente. Le Cameroun est indépendant depuis les années 60. C'est une république jeune. Quand on regarde les grandes démocraties aujourd'hui, elles n'ont pas l'âge du Cameroun. Donc on peut imaginer qu'il soit normal que nous soyons encore à un certain niveau de maturité qui a besoin de progresser. La progression se fait et elle est effective. Elle n'est pas encore complète, elle n'est pas encore suffisamment satisfaisante, mais nous sommes sur la bonne pente. D'accord. Bonsoir à vous, très belle émission, jolie femme, beau sourire, intelligente, éloquente. Cette dame mérite d'être au Sénat. C'est Sien Ngono, depuis Ngoumou. On vous salue du côté de Ngoumou. Bonsoir Jean-Jacques, très bonne émission. Juste pour féliciter votre invitée, Madame Alice, qui est très éloquente et intervient avec aisance et objectivité. De ce fait, elle mérite d'être encouragée. Benjamin, depuis Ebolova, merci Benjamin pour ce message d'encouragement à l'endroit de notre invité ce soir. On va sortir de l'émission très bientôt, mais les questions qui vous concernent au premier chef. La performance des entreprises au Cameroun, secteur public comme secteur privé, est-ce que vous avez l'impression que nous avons cette machine qui peut permettre de lire une certaine performance du public et du privé au Cameroun? Qu'est-ce qui manque pour qu'on ait des entreprises et des structures performantes? À mon humble avis, ce qui pourrait être apporté à ce qui est déjà fait, parce qu'il faut reconnaître que beaucoup se fait déjà, je pense véritablement qu'il faudrait introduire les systèmes de gestion de la performance dans les institutions, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les entreprises publiques, que ce soit dans toutes les institutions qui permettent l'accès aux services publics. Il faut introduire des systèmes de gestion de la performance. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là de permettre que dans chaque institution, qu'à partir du leadership central, qu'on ait des objectifs clairs, des objectifs
d'abord une vision, qu'on ait une vision, que chaque dirigeant de son institution définisse clairement la vision qu'il veut atteindre à un horizon précis. À partir de là, que des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, évaluables, réalistes soient fixés. Mais pas seulement au niveau de la tête, au niveau de tous les acteurs de la ligne hiérarchique de l'institution. Je veux dire que si vous ne fixez pas un objectif à l'agent d'entretien qui balaie le couloir du ministère aura des chances d'être sale en milieu de semaine. Il faut fixer les objectifs à tous les niveaux. Qu'on ne se dise pas que les objectifs, c'est seulement au niveau des directeurs. Qu'on fixe les objectifs à tous les niveaux et nous aurons l'efficacité. Qu'on acquiert la culture de l'évaluation. L'évaluation de l'atteinte des résultats. Qu'on acquiert la culture de la sanction. Sanction positive ou sanction négative. Les bons points qui sont donnés pour les bons résultats et les sanctions à ceux qui n'ont pas de résultats. Si vous ne faites pas les résultats, on vous permet d'aller vous reposer si vous êtes paresseux et on met à votre place ceux qui peuvent faire le job. Il faut véritablement qu'on ose aller jusque-là. C'est à ce prix-là qu'on va s'en sortir. C'est à ce prix qu'on va faire bouger les lignes. C'est à ce prix qu'on sera développé dans ce Cameroun. Comme ça se fait dans d'autres pays. Donc, pour moi, c'est de mettre en place des systèmes de gestion de la performance. La notion de la qualité de service. Si vous instituez des systèmes basés sur la qualité de service, où vous faites prendre conscience à chaque agent public de ce que le service qu'il rend à l'usager, c'est la contrepartie du salaire qu'il reçoit à la fin du mois, que le service qu'il rend à l'usager doit être de qualité pour qu'il continue à être payé, que le service qu'il rend à l'usager doit être de qualité pour qu'il ne perde pas son poste, je suis sûre qu'on aura un service de qualité, que ce soit dans l'administration publique, que ce soit dans les entreprises, dans les ministères, etc. Et puis la culture de l'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on ne soit jamais en mesure d'être suffisamment satisfait de la performance ou du niveau qu'on a atteint à un moment précis de l'évolution de notre activité. Si on atteint notre objectif à 80% en mars, qu'on cherche à atteindre 100% en avril. Et si on atteint 100% en avril, qu'on cherche 120% en mai. C'est ça le principe de l'amélioration continue. Et ça ne peut se faire que lorsqu'on se remet en question, qu'on remet en question ses méthodes de travail, qu'on définit d'ailleurs ses méthodes de travail, qu'on remet en question ses méthodes de travail, qu'on remet en question la perception, qu'on mesure la perception de la satisfaction de notre client, la perception de la satisfaction de notre usager, et qu'on prenne en compte les facteurs d'amélioration. Parce qu'on pose la question, au Cameroun, on a plusieurs entreprises, par exemple, qui n'ont visiblement pas d'obligation de résultat, qui vivent encore de la perfusion de l'État. Vous créez quand même une structure qui va recruter, mais l'État met des moyens et ça dure des années. Vous avez des communes, les maires ont dû recruter parce qu'ils ont fait des promesses pendant la campagne électorale. Ils sont obligés de répondre à ces promesses-là et puis finalement ils ne peuvent pas payer. On a quand même des structures qui ne peuvent pas, qui ne fonctionnent pas et qui sont nombreuses comme ça au Cameroun. Je pense que c'est donc le moment de faire bouger les lignes. Et je vous ai dit quel était mon point de vue là-dessus. Mon point de vue est que au Cameroun, nous avons des ressources, nous avons des personnes très compétentes. Il y a des gens qui peuvent faire le job, il y a des gens qui peuvent faire le travail. Il faut simplement leur donner leur chance. Il reste la question du chômage. Des jeunes, vous les rencontrez tous les jours, que ce soit en campagne ou en ville. Lorsque vous prenez le volant, vous vous rendez quand même compte qu'il y en a qui sont oisifs totalement. La question est quoi? L'absence d'emploi de façon simple ou un déficit de formation adaptée aux emplois qui peuvent se présenter? À mon avis, c'est surtout ça. Le deuxième point. Le deuxième point. Déficit de formation adaptée. Parce que lorsque vous regardez le système éducatif que nous avons, lorsque vous regardez les formations qui sont données à notre jeunesse aujourd'hui, lorsque vous regardez les défis contemporains, lorsque vous regardez les objectifs nationaux de développement,
il me semble qu'il y a quand même encore un décalage. Est-ce que la formation qui est donnée aujourd'hui permet de rencontrer de façon efficace le besoin réel que nous avons sur le terrain? Monsieur Jean-Jacques Zé, si aujourd'hui vous décidez de construire votre maison et que vous voulez faire poser les carreaux, le carrelage avec, je veux dire, une technique de haute facture, vous aurez du mal. Si vous voulez construire votre maison et mettre en place un circuit électrique, un circuit de plomberie, il y a des chances que vous soyez obligé de revenir quelques temps après pour qu'on vous dise que il y a une fuite à tel niveau, il y a eu une erreur au niveau de la pose des circuits parallèles d'électricité à tel autre niveau. C'est parce que on n'a pas suffisamment de cadres qui forment les artisans de façon efficace. On ne met pas l'accent sur ce type de formation. Pourtant, c'est de ça qu'on a besoin. Le Cameroun est un pays en construction aujourd'hui. Nous avons besoin des artisans, nous avons besoin des gens... Comment? Il y a quand même un ministère qui devrait s'occuper. Oui, le ministère, c'est lui qui fixe la politique. Maintenant, les institutions elles-mêmes qui forment. Il faut donc qu'on oriente ces politiques dans ce sens et qu'on donne les moyens, qu'on crée les institutions, qu'on encourage même les acteurs privés à aller dans ce sens. Je vais dire, regardez, à Yaoundé, nous sommes à Yaoundé. Combien de pâtisseries fines vous avez à Yaoundé? Les pâtisseries fines. Pâtisseries fines, c'est-à-dire une certaine qualité de pâtisserie. Vous avez de la boulangerie, oui. Vous avez des pâtisseries moyennes, mais la pâtisserie fine, la pâtisserie de luxe par exemple, c'est difficile. Parce que il me semble qu'il n'y a pas la compétence pour faire cela. Pourtant, c'est un marché qui est très ouvert, qui pourrait vraiment apporter. C'est un marché prometteur et porteur. Mais il n'y a pas de compétence. Et quand vous regardez notre environnement, quelle est l'école qui forme les grands pâtissiers au Cameroun? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous savez s'il y a une école qui forme les grands pâtissiers. Donc c'est de ça que je parle. Je parle de ces domaines de la vie pratique, ces domaines qui permettent de construire le pays d'abord, à la base. Parce qu'on a déjà fait pour le reste, l'administration, les médecins, oui, tout ça, oui, et c'est bien. Mais maintenant, à mon humble avis, aujourd'hui, il y a une urgence, c'est d'investir un peu plus dans ce type de profil qui vont permettre d'agir et d'être opérationnels pour construire le pays. Et ça permettra de résorber également le chômage. L'entrepreneuriat, bien évidemment, où il est nécessaire d'enseigner, d'apprendre aux jeunes dès le plus bas niveau scolaire, pour certains qui ont ces prédispositions, à être des entrepreneurs, à pouvoir s'engager dans l'entrepreneuriat. Je pense que l'État est en train de travailler dans ce sens-là et il faudrait qu'il continue à accélérer. À la question de savoir qu'est-ce qui est fait pour la promotion des jeunes, aujourd'hui l'État répond de plus en plus par la présence des jeunes cadres dans plusieurs administrations, des jeunes directeurs, des jeunes sous-directeurs, ainsi de suite. Est-ce que ceux-là ont une responsabilité essentielle aujourd'hui pour l'amélioration des performances du service public? Bien sûr, monsieur Jean-Jacques Zé. Du moment où vous avez une responsabilité qui vous est confiée, vous avez de la matière pour démontrer votre sens des responsabilités et pour vous impliquer et impacter. Alors, si vous vous dites... Parce qu'en fait, moi, je suis de ceux qui pensent que il ne s'agit pas de donner aux jeunes parce qu'ils sont jeunes, parce qu'il faut donner aux jeunes. Je suis de ceux qui pensent que les jeunes doivent montrer ce qu'ils sont capables de faire. Les jeunes doivent gagner cette confiance qu'ils réclament. Les jeunes doivent mouiller le maillot, monsieur Jean-Jacques Zé. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent, qui sont battants. Mais il y a également des jeunes qui sont assis, qui tapent les commentaires au quartier toute la journée, qui parlent des tofis, de voilà, le Sénégal, la Coupe d'Afrique, etc., etc. Du matin au soir. Du matin au soir. Les grands parieurs. Et qui vous disent que non, mais pour avoir un poste de responsabilité, il faut avoir trempé. C'est une expression usuelle, habituellement utilisée chez nous.
Alors que ce n'est pas ça. Et ce que Cabral Libye appelle l'inconscience acquise. Merci. On met ça dans la tête des gens et puis Merci. ils commencent à répandre Merci. tout ça. Donc, véritablement, je pense que les jeunes doivent prendre leurs responsabilités à ce niveau et pour pouvoir être disponibles le moment venu. Bonsoir, Monsieur Jean-Jacques Zé. Madame Audacier nous rassure de la compétence féminine. C'est René de Ngaoundéré. Il ne pose pas de questions. Il est convaincu en vous écoutant justement que la femme aujourd'hui, elle a les compétences qu'il faut pour, en tout cas, n'a pas besoin seulement de tendre la main. Il y a un contenu et la construction du leadership féminin. On va sortir par là. Est-ce que vous pensez que dans le contexte camerounais, des organisations en women politique, ainsi de suite, des séminaires et autres, est-ce qu'on peut véritablement construire un leadership féminin au Cameroun ou c'est une vue de l'esprit? On a plusieurs modèles pour cela. À l'entame de mon propos, j'ai rendu hommage à la première dame, Madame Chantal Biya. Voilà un exemple de leadership féminin. Pourquoi je lui dis? Madame Chantal Biya s'est engagée à soutenir la femme rurale. Vous allez voir les actions du CERAC. Le CERAC apporte un appui constant et consistant à la femme rurale pour renforcer ses capacités d'intervention sur le plan agricole notamment. Vous avez la Fondation Chantal Biya qui fait un travail formidable pour accompagner la mère et l'enfant. Je ne peux pas vous dire les cas qui sont pris en charge dans cette fondation-là pour pouvoir soutenir les mères, leur permettre d'être suivies dans leur grossesse, d'accoucher et d'avoir des soins pour leur bébé. Je vous ai parlé du cas du traitement de la drépanocytose. La drépanocytose, moi je dis c'est une maladie terrible. Terrible. Les parents d'enfants drépanocytaires sont des personnes qui sont en souffrance. Et Madame Chantal Biya a un réel engagement pour accompagner ces problématiques de santé publique dans le cadre de la Fondation Chantal Biya. La lutte contre le VIH-Sida, ça c'est du leadership féminin. Comment on appelle? C'est le CRACER qui traite de la procréation médicalement assistée. C'est énorme. Ça, c'est un exemple du leadership féminin. Je pense que le leadership féminin est une réalité au Cameroun. Nous avons des figures emblématiques du leadership féminin, des femmes d'affaires qui font des choses formidables. Nous avons des femmes politiques, nous avons des femmes médecins, nous avons des femmes de très hauts cadres de l'administration. Je voudrais saluer une de mes aînées qui est conseillère technique au Premier ministère. Elle se reconnaîtra en suivant ce que je dis. C'est véritablement, il y a un leadership réel au niveau de la gente féminine au Cameroun. Bonsoir Jean-Jacques Zé, très belle émission. Waouh, c'est écrit comme cela. Hein. Une femme exemplaire, exceptionnelle. Si elle arrivait à être consultée pour être dans le prochain gouvernement, quel poste lui conviendrait le plus? Capété Jules, depuis Arala à Yaoundé, qui me pose une question un peu compliquée. Si on vous consultait. Très compliqué. Si on vous consultait. J'ai lu votre CV, je n'ai même pas terminé jusqu'à aujourd'hui. J'ai voulu faire une sorte de contraction, je n'ai pas réussi. Là, au moins, il n'y a pas de doute en termes de certification, de diplôme et d'expertise. C'est plein, c'est costaud. Si on venait vous consulter. Attendons qu'on me consulte, M. Jean-Jacques. Je confirme le raisonnement de cette dame. Il y a le politicien avec l'art de parler et l'enfant de cette dame a aussi eu les NAM. Ah bon? C'est ça? Je ne suis pas trop. Vous avez 5 enfants? Oui. Ils sont encore en bas âge? Oui. D'accord. En tout cas, personne n'a fait les NAM parmi Personne n'a les fait les enfants. NAM parmi les 5. Bonsoir. Jean-Jacques, nous voulons avoir la pensée de votre invité par rapport au changement opéré dans les 2 chambres de notre Parlement. Il se dit qu'il y aura un poste de vice-président de la République. Quel est son regard? Emmanuel Boga, depuis Nkotenk, il a noté la question. Est-ce qu'il y a une autre pour qu'on rassemble tout cela? Bonsoir, très belle émission. La mairie de Dibamba
est gérée par un maire du RDPC depuis 19 ans. Et cette mairie est la mairie la plus riche de la Sanaga-Maritime et parmi les plus riches du littoral. Notre arrondissement est en plein développement. Nous avons des entreprises en activité. Nous avons 11 carrières minières qui exercent dans le gravier, mais les populations vivent dans une misère incroyable. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette misère? Et Youmou François, depuis la ville de Kribi, c'est un peu la question qu'on poserait pour les communes là où il y a l'exploitation forestière ou minière aussi. Bonsoir, Monsieur Jean-Jacques Zé. Madame Modassier nous rassure la compétence féminine. Merci René qui revient de Ngaoundéré, qui y insiste. Bonsoir. Cher Jean-Jacques Zé, mes salutations distinguées à vous et à votre brillant invité. Son expertise prouve que le leadership féminin au Cameroun n'est pas une vue de l'esprit, mais une réalité motrice pour notre pays. Sur la question du chômage, je précise, le Cameroun ne souffre pas d'un manque de compétences, mais d'un sous-emploi massif. Nos jeunes ont le savoir-faire, mais manquent de structures de protection pour transformer leur énergie en richesse réelle. Jean-Jacques, je reste d'ailleurs à votre entière disposition pour approfondir ce sujet et d'autres leviers de performance lors d'une prochaine émission, comme nous l'avons évoqué. Ah, Célestin Mégué, c'est bien noté, ce sera intéressant. Madame Alice, qu'est-ce qui peut être considéré comme motivation pour un jeune étudiant à l'énergie renouvelable et quel serait son apport et sa garantie pour l'amélioration des compétences au Cameroun? Hugo depuis Bolova, je sollicite cette main pour marraine de quoi? Pour le mariage ou bien pour une insertion professionnelle ou une formation, il faut être précis. Les parrains et les marraines, est-ce que c'est la mafia et tout cela? Alors un mot quand même sur ces changements à la tête des chambres parlementaires. C'était pratiquement la grande surprise générale. Lamido est arrivé à la tête du Sénat et puis du côté de l'Assemblée nationale, Cavaillé va devoir se reposer un peu. Votre regard? C'est un signal fort. C'est un signal fort qui montre que le président de la République est exactement dans ce qu'il a annoncé. Et à mon humble avis, je pense que nous gagnerions à continuer à lui faire confiance et attendre de voir la suite qui ne saurait tarder. D'accord, la suite qui ne saurait tarder. Merci beaucoup, Madame Moutassier, d'être venue échanger avec nous et les Camerounais qui continuent d'ailleurs d'envoyer des images. On va demander la permission à Monsieur Moutassier si de temps en temps on pourra vous biper pour vous passer quelques contacts des Camerounais qui ont besoin d'être éclairés parce qu'il y en a qui sont diplômés, il y en a qui ont des projets, qui ont des idées mais qui ne savent toujours pas de quel côté aller. C'est généralement souvent ça le problème. Les projets sont dans la tête. On ne sait pas comment les monter, comment les maturer. Et ainsi de suite, ils auront certainement besoin de vous. Tout à fait. Et je suis tout à fait disponible et disposée à faire ce que je pourrais. Et la question qui tue, qui vient de Kola, on veut de vous à la tête de la mairie. J'ai gardé ça pour la fin. Je l'ai lu plusieurs fois, ces appels qui viennent de ce côté-là. Est-ce que vous répondez à l'appel du peuple? Je dirais que le moment venu, ce qui devra être fait sera fait. Je suis surtout convaincue que nous serons appelés à servir là où nous pourrons apporter le meilleur de nous-mêmes. Et j'ai confiance aux électeurs, j'ai confiance au pouvoir public. Je suis sûre que l'avenir nous réserve de très belles choses. Merci beaucoup. Le moment est venu de vous souhaiter une très bonne soirée à vous qui avez regardé à la maison. Merci beaucoup pour votre disponibilité, Madame Modassier. On retrouve cette émission en rediffusion demain matin à 7 h et puis dimanche matin également pour réécouter les propos très riches de notre invité de cette édition d'À vous la parole. Très bonne soirée à tous.